Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin très rapidement dans cette vidéo. Quelques news plutôt intéressantes qu'il faudrait éventuellement relever dans cette vidéo, je trouvais ça intéressant. On va pas faire une grande vidéo, hein. Moins de 15 minutes, 20 minutes grand maximum. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description. On est plus de 11 500 sur ce Discord à partager nos analyses graphiques, chartistes également, nos analyses fondamentales et bien plus encore. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous y trouverez également dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Celle qui gagnera à la fin, c'est votre stratégie. Attention aux émotions. On parle Bitcoin très rapidement. On l'avait dit hier, on avait titré Top Crypto, nouveau Top Crypto des membres et Bitcoin Pump, grand point d'interrogation. Effectivement, on avait encadré cette ABC ici sur une figure de respiration, une respiration de marché. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste complètement baissier, mais il y avait de la liquidité à aller chercher puisque tous les acheteurs avaient été sortis de cette petite consolidation, de ce petit range qu'on était en train de mettre en place, parti du principe que maintenant on vient chercher les vendeurs à découvert, le timing était plutôt bon. On était en train de travailler sur cette oblique, hein. Vous savez, on la montre, on l'efface pas, en fait, cette oblique depuis les tops provisoires par rapport au range précédent des 25 000 $, puis des 22 800 $. On a tapé ici, hein, en chuant 4 heures, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça break dans la nuit, donc formidable, c'était à partir de quelle heure? C'était 1h du matin, merci les Asiatiques, toujours pareil, hein. Donc intéressant d'observer, on est parti chercher le premier objectif juste ici, aux 16 800 $, vous en avez un deuxième, troisième, quatrième et cinquième objectif. La grosse résistance est toujours à 18 500 $, et les POC sont juste ici. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, on peut très bien revenir sur cette énorme ligne jaune ici, qui fait précédemment office de support, qui maintenant malheureusement fait office de résistance. Soyez vigilants lorsqu'on arrivera vers les 19 500 $, si Bitcoin souhaite aller y faire un petit tour, partez du principe que ici, les vendeurs devront à ce moment-là, se positionner. Vous avez aussi des objectifs un tout petit peu plus hauts dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Vous avez plein d'informations, notamment sur Ichimoku Kinkoyo. Je suis actuellement en daily. On a bien validé cette Tenkan ici pour potentiellement aller chercher notre Kinjun qui se retrouve également aux 18 500 $. Confluence. Vous avez également au niveau des bornes de Bollinger. On est en train de taper la borne haute de Bollinger. Si on accepte ici, au-dessus de la neutralité des Bollinger, potentiellement une continuation, voire une accélération haussière. Plutôt intéressant de l'observer. On est mûr aujourd'hui pour éventuellement résoudre ce petit range, que ce soit par le haut, soit par le bas. Les news fondamentales et catalysantes, notamment aujourd'hui et demain par rapport à la Fed et aux États-Unis, pourront éventuellement nous donner une direction, une résolution par rapport à ce range. Donc ce range, toujours pareil, 18 200 $, jusqu'ici les 15 500 $. Pardon, vous avez beaucoup de déséquilibre qui se trouve au-dessus, bien évidemment, dans un nuage. Ici, notre Kinjun est également dans une zone de rechargement de vente logique qu'on avait éventuellement encadré ensemble entre les 19 200 $ et les 20 200 $. Voilà pour ça. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Juste un truc relativement intéressant. Je vais rester en daily. Je vais tout effacer ici. D'ailleurs, une petite confluence en weekly également sur notre Kinjun. Vous avez la Kinjun ici, hein, toujours pareil en weekly, exactement sur les 18 500 $. Tous les chemins mènent à 18 500 $. Pour le coup, hein, donc prenez potentiellement un TP partiel si vous êtes en trade actuellement en longue et vous jouez la contre-tendance. Prendre un tout petit peu de profit sur les 18 500 $, ce ne serait pas complètement délirant, sachez-le. On repart en daily et on va regarder ça tout simplement par rapport au volume profile. Vous avez énormément de volumes qui ont été exécutés dans ce petit range ici. Énormément de volumes. C'est quand même pas rien, puisque si on revient par rapport précédemment, je vais enlever Ichimoku Kinkoyo. C'est assez impressionnant hein, de voir la capture aujourd'hui de liquidité qui s'est passée dans les derniers jours, j'ai envie de dire les 10 derniers jours. C'est assez impressionnant, vous avez un gros trou dans le volume profile, on peut revenir faire un petit tour dans ce trou de volume profile, et ça commencera à bloquer vers les 18 500 $. Tout simplement. Ça, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau des open interest. On continue à s'apprécier, faites attention par rapport à ça. On est toujours en ratio long short en faveur actuellement des vendeurs à découvert, puisque plus d'acheteurs potentiellement sur ce marché. Je vous l'avais dit, on l'avait vu ensemble, vous prenez des toutes petites time frames. Si on commence à voir en fait un soubresaut au niveau du CV des spots, à partir du principe c'est pour jouer le breakout. On l'a joué ce breakout, pouc, et puis on est en train d'accepter et de consolider par rapport à ce breakout. Ce qu'on veut pas, c'est voir une réintégration. Hein, réintégration égale pas bullish du tout, cela signifierait qu'on est juste venu faire de l'achat de ces liquidités et qu'on irait potentiellement pas bien plus haut que les 17 170 $. Alors on peut toujours aller refaire un petit coup
de rein par le haut pour éventuellement repousser ce marché. Je pense que ce sera encore une fois catalysé par rapport à tout ce qui va se passer, notamment aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, vous avez, encore une fois, on en avait parlé hier, c'était à 19h30 le discours de Jérôme Powell, vous avez le rapport de l'emploi, les problèmes de vente, les stocks, vous avez le PIB troisième trimestre, mais le plus important qui nous attend, vous le savez, c'est ce qui catalyse aujourd'hui les décisions de la Fed par rapport à l'augmentation des taux directeurs à 10 ans au niveau de la Banque centrale américaine, c'est le PCE Core. Ça, c'est vraiment très important. Ce sera donc demain à 14h30. On sera sur le Discord, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, pour éventuellement en discuter ensemble. Voilà, pas plus de choses à dire par rapport à notre ami Bitcoin. Juste une petite chose par rapport à tous ces déséquilibres. Je trouvais ça peut-être intéressant de vous en parler. Vous avez des derniers déséquilibres, notamment en 4 heures et en daily. Après, vous en avez au-dessus, mais après, ce serait plutôt pour moi de la validation. Vous en avez jusqu'à peu près les 20 500 $. 20 500 $, c'est une confluence aussi avec une petite poche de liquidité qui est actuellement sur Binance, ici, par rapport à The Kingfisher. Donc on peut éventuellement estimer qu'il y a des gros clusters de liquidité de vendeurs à découvert jusqu'aux 20 500 $. Après, on s'atténue un petit peu et puis on reprend un peu plus agressivement, un tout petit peu plus haut, mais ce serait plutôt des invalidations et probablement qu'on viendrait peut-être pas tout de suite chercher ces fameux 11 000, 10 000, 12 000, 9 000 $. On a ces targets-là, hein, on les encadre. Ça ne veut pas dire qu'on va les jouer de façon très agressive sur ces niveaux de valorisation. On les subira très probablement pour pouvoir les jouer. La raison est extrêmement simple, ou en tout cas la méthode est extrêmement simple, c'est gardons du cash. Toujours la même chose et toujours la même mécanique. Je sais que c'est redondant, je sais que c'est pas forcément passionnant, mais les marchés financiers ne sont pas passionnants. La seule chose qui peut éventuellement avoir une forme d'excitation, ce sont nos émotions, et il faut les bannir sur les marchés financiers et encore plus sur les marchés crypto. Évidemment. Voilà. Donc 20 500 $, pourquoi pas potentiellement les chercher dans un sacré coup de rein par rapport à des news catalysantes. Je pense que certaines arriveront aujourd'hui et également demain. Sait-on jamais. Soyons patients, tout simplement. Des choses très intéressantes aussi par rapport à un partage sur Twitter, El CryptoProf, qui nous partage là. Je ne l'avais pas vu de cette façon-là, donc pour le coup, je préférais vous la partager. Plutôt bon signe, pour le coup. Il est actuellement au weekly sur l'index du dollar ou sur Kraken, et vous avez en fait le RSI 14 périodes ici, avec le fake out et le fake out qui représente de cette façon-là. Derrière, on revient chercher la bande de range haute, et puis derrière, on vient la breaker, et on fait en réalité support. Maintenant, cette oblique ici, qu'il a prise comme ça et qui tire comme ça, fait office de support, et non plus de résistance. Et c'est une résistance qui dure, jusqu'à preuve du contraire, depuis, on peut même en parler, depuis ici les 42 000 $ à peu près. Intéressant, hein. Ça fait plusieurs mois, voire années aujourd'hui que cette oblique a pu être tracée, et maintenant ça fait donc office de support. Et en fait il met son petit objectif ici avec éventuellement aller chercher dans ce canal avec tout ce moon. Hein. C'est à peu près grosso modo ce qu'il est en train de nous proposer. Donc est-ce que RSI serait en avance, même si baissier, toujours pareil, on est en dessous de la neutralité des 50, est-ce que éventuellement il nous donnerait un signal haussier puissant en avance, sans pour autant revenir chercher en dessous de cette oblique. Ici, très intéressant à observer. En somme, est-ce qu'on va réellement chercher les 13 000 $ ou les 12 000 $? Eh ben, en tout cas, ce petit graphique ici, plutôt intéressant d'observer. Billet psychologique de plus, ni plus ni moins, reste intéressant à observer. Bien évidemment. Ça, c'était super important. Wall Street reste encore baissier. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. On a des objectifs, toujours, qu'on avait énumérés ensemble hier, entre les 4200 et les 4500 points. D'ailleurs, il y a des recoupements par rapport à la Deutsche Bank qui éventuellement préconise à peu près un objectif de prix relativement similaire. On peut revenir très rapidement ensemble si vous le souhaitez. C'était juste, là, je ne sais plus où est-ce que je vous l'avais mis, les objectifs de prix. Sur l'autre ici, voilà, objectif de prix, les gens sont plutôt baissiers, on arrive proche d'une oblique, les obliques seront probablement considérées comme des prises de bénéfices ici d'acheteurs ou éventuellement de recharge pour des vendeurs à découvert qui vont se surexposer. Objectif one shot, aller chercher les 4400, 4500 points dans une zone énorme de rechargement de vente logique. Pour le coup, notre ami CAC 40, l'a fait avant lui. Plus puissant, hein, côté 440, même si beaucoup moins puissant pendant toute la phase entre guillemets de bull run entre 2020 et 2021, en tout cas notre ami CAC 40 est en avance par rapport à des objectifs de zone de rechargement de vente plus long terme par rapport aux indices boursiers. Sait-on jamais, est-ce que oui ou non notre ami S&P 500 va pouvoir aller chercher ses objectifs de cours? La réponse est oui, sur des news catalysantes. Toujours pareil, hein, on joue la news, et d'ailleurs on parlera du news intéressante jusqu'après sur L-Block. Bon, ça a fait rire certains membres du Discord, donc j'aimerais vous en parler dans cette vidéo. Voilà pour ça, donc les gens sont plutôt baissiers actuellement sur ce marché, je vais y revenir juste ici. 30% à peu près, c'est un tiers, hein, plutôt en net long et 2 tiers en net short. C'est à peu près pareil sur les paires euro-dollar, c'est à peu près pareil sur
Sur le CAC 40 également, sur France 40, on est 80% baissier, 20% bullish. Partez du principe que si la grande majorité est bearish et short les indices, notamment au niveau du CAC 40, partez du principe que la direction, c'est pas la baisse, c'est plutôt la hausse, jusqu'à ce qu'on retourne ce sentiment de marché. Évidemment, sur le FTSE 200, c'est exactement la même chose. Euro-dollar, c'est exactement la même chose. On est plutôt baissier actuellement sur l'euro-dollar, alors qu'on est en train de structurer des patterns de retournement sur le dollar et des patterns de retournement haussier sur l'euro. Donc pour le coup, voilà. Hein, c'est plutôt véritable et vérifiable ce qu'on est en train d'observer, puisque actuellement, dans ces toutes petites tendances, on n'a pas Bitcoin malheureusement, mais j'imagine qu'on serait peut-être très bullish, ce serait intéressant de le voir aussi bien, on serait ultra bullish sur Bitcoin. Je ne sais pas, en tout cas on n'a pas cette data-là d'un point de vue psychologique, mais le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense. Dès lors, n'ayons jamais raison trop tôt. Ça c'est super important. Je reprends par rapport à ça, SBW, vis-à-vis de Cogne House, donc j'en ai parlé hier, je ne vais pas y revenir de façon très profonde. Il est exposé, hein, notre confrère sur la communauté des rois du Bitcoin par rapport à Cogne House vis-à-vis du livret crypto. Donc il échange avec le service après-vente de Cogne House et il y a pour le coup des retours, ils font pas lettre mort, donc il continue à échanger avec eux, toujours avec une extrême bienveillance, en tout cas c'est son témoignage. Donc il espère qu'il va bien sûr retrouver ses fonds, mais en tout cas d'un point de vue service après-vente et si vous voulez contact avec la communauté, notamment de ceux qui sont exposés sur Conews, est plutôt bonne. Donc c'est pour le coup très positif, j'ai envie de vous dire. Je vous avais partagé ça, il m'a repartagé quelque chose de différent par rapport à une mise à jour qui avait été faite, donc Genesis, Wharton, FTX, et maintenant on est plutôt dans ce truc-là. Donc ce serait Genesis, Wharton, Kraken et Conews.com par rapport au livret d'épargne et crypto, et les autres cryptos, c'est Kraken de façon très majoritaire. Alors oui, Kraken, on le dit, on le redit, c'est à peu près les seuls qui ont des réelles preuves de réserve, c'est à peu près les seuls qui étaient là bien avant tout le monde et qui ont vécu pas un bear market mais deux. Donc pour le coup, Kraken était un vieux de la vieille et qui est encore là aujourd'hui et qui suit sa vision très long-termiste et aujourd'hui est potentiellement un des échangeurs les moins exposés aux turbulences du marché. Donc je pense que Kraken, Binance très probablement, je dis pas le contraire, Bybit également, peuvent vivre de façon assez simplement avec un Bitcoin sous les 10 000 $. Voilà. Ça, c'est par rapport à leur exposition, par rapport à leur leverage, par rapport à éventuellement leurs décisions et leurs risques qu'ils ont pris, et j'espère pas avec les tokens de la communauté, mais en tout cas, Kraken a, de façon certaine, comme Coinbase, ont passé des tempêtes sur les crypto-monnaies, et pas qu'une fois. Donc, c'est ce que je disais d'ailleurs avec un professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, l'échangeur le plus safe, c'est probablement Coinbase, parce qu'ils sont introduits en bourse, donc on voit à la loupe et même à la jumelle ce qui se passe à l'intérieur de son entreprise. Voilà pour ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas déposer le bilan, ça veut dire aujourd'hui que quand vous êtes introduit en bourse, eh ben on voit, entre guillemets, on vous voit en sous-vêtements, si vous voulez. C'est un petit peu ce qu'on peut potentiellement interpréter. Ça, c'est super intéressant. Également, Fidelity, enfin prêt pour Bitcoin. Le géant de l'investissement s'ouvre au trading crypto. Donc plutôt intéressant, je crois que c'est 40 millions de personnes aujourd'hui, d'utilisateurs. Donc c'est fait. On peut éventuellement s'exposer à l'Ether, au Bitcoin, etc. Notamment pour les investisseurs des détails, plutôt des gros portefeuilles. Hein, ça reste des gestionnaires de fonds qui sont relativement sélectif à l'entrée. Et ce que je trouvais très drôle, c'est que une semaine avant, Fidelity pressait de renoncer à proposer du Bitcoin retail. L'institution de Fidelity a multiplié les produits crypto, annonçant notamment un plan d'épargne retraite Bitcoin. Stop! Exhorte 3 sénateurs américains à la suite de la faillite d'FTX. Visiblement, ils n'ont pas été écoutés, ces sénateurs. Des bonnes nouvelles qui accompagnent potentiellement et qui accompagnera des retournements tendanciels haussiers. On continue avec L-Block. Le prix du token devrait exploser après le lancement du casino. Alors pour le coup, je vous le donne hier, ça. Je vous l'ai donné peut-être la semaine dernière, on avait beaucoup rigolé, et puis il y a des news, encore de cryptonautes, donc je sais pas s'ils ont des parts là-dedans, mais ils balancent en fait des news, et je les vois poker sur mon fil d'actualité, notamment sur Google Actu, et je lui dis, bah, il y a encore un truc comme ça, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là sur LB Block? Si ça a pas pumpé, ça a pas pumpé. Enfin, à un moment donné, la news, elle est pas pricée. Et ce qui est toujours intéressant, et ce que je rappelle, et que je tends à oublier parfois, ce qui est très, très rigolo, c'est que dans des périodes baissières et dans des bear markets, c'est sell the rumor, buy the news. Mais dans des mouvements tendanciels haussiers, c'est buy the rumor, sell the news. Vous voyez la contrepartie et la psychologie inversée. Ça n'a pas loupé. On peut aller voir le petit coup de L-Block, donc c'est pas extraordinaire, hein, on va pas... L-Block, c'est pas comme ça que ça s'écrit, L-Block, voilà, juste comme ça, sur Getio. Bon bah, ça
Voilà, moi j'en ai parlé, c'était là, on est en délit à peu près là, mais ça fait rien ton truc, alors arrête de nous dire que ça va exploser, que ça va exploser. Eh bien si, effectivement, la news a bien plutôt été pricée, puisque apparemment elle est sortie, ou en tout cas elle va sortir incessamment sous peu, plus 80%, ça a fait sourire quelques membres du Discord. Je ne l'ai pas joué, hein. Vous pouvez bien sûr vous l'imaginer, mais vous avez des déséquilibres ici, parce qu'on les a laissés, et puis pourquoi pas repousser un petit rallye haussier. C'est les invalidations que vous pouvez retrouver sur Bitcoin, elles seraient potentiellement ici les invalidations. Hein. Si on vient à clôturer en weekly, juste au-dessus en fait des 0,000025 centimes de dollars, bah vous avez des invalidations baissières. Donc on pourrait éventuellement avoir posé des bottoms juste ici. Alors c'est très court terme, c'est très prématuré, mais plutôt intéressant de le souligner. Pourquoi pas intéressant. FTX qui paye à nouveau les salaires des employés, ça c'est peut-être la news qui a potentiellement catalysé le petit rebond aussi au niveau de Bitcoin, en tout cas le breakout. Plutôt intéressant également de le souligner. C'est le CEO qui a repris dans certaines régions du monde, donc je crois que presque la totalité des personnes qui travaillent encore chez FTX, parce que tout le monde n'a pas été licencié, hein. Vous savez, les procédures de chapitre 11 sont relativement longues, bien évidemment. Donc ils ont repris les salaires et ils ont même repris le paiement des fournisseurs. Alors je pense que c'est locaux, électricité, eau, etc. Donc tout ce qui est, si vous voulez, charge fixe par rapport à une entreprise, donc je pense pas que ce soit par rapport aux collatéraux vis-à-vis de d'autres entités qui sont exposées et qui étaient exposées à FTX. On reparle des 3,2 milliards de dollars qui sont aujourd'hui encore bloqués, qui correspondent aux 50 adresses les plus grosses au niveau de FTX. Donc actuellement, pas de nouvelles par rapport à ça, mais ça bouge. En tout cas, au niveau de FTX, c'est dramatique, hein. Je dis pas du tout le contraire, mais ça suit son cours. C'est peut-être pas si terrible que ça, qui pourrait éventuellement laisser le marché peut-être un petit peu se détendre et respirer et peut-être gagner du temps. Nous faire gagner du temps. Du temps de consolidation, du temps de réaccumulation pour éventuellement empiler des bonnes nouvelles. Je vous laisserai le lire, plutôt intéressant de l'observer également. Deutsche Bank prévoit une récession en 2023 et un krach boursier de 25%. Donc moins 25% notamment sur les indices boursiers. Je ne vais pas le lire avec vous, je vais juste reprendre 3 petites news. Selon ces experts, le S&P 500 pourrait terminer l'année 2022 à 4200 points. Et pour 2023, voici les estimations. 4500 points trimestre. Alors 4200 points, 4500 points, c'est juste la zone de rechargement de vente logique. Hein. 618, 786. Ni plus ni moins, vous savez, ils vont pas chercher très loin les experts des banques systémiques. 4500 points également, donc maintien au deuxième trimestre, et 3250 points au troisième trimestre pour rebondir au quatrième trimestre à 4500 points. Waouh! Et ce qui est intéressant, et c'est là où je me dis, bon, bah, on n'est pas forcément trop mauvais dans le timing, en tout cas par rapport à des experts, notamment de la Deutsche Bank, qui nous expliquent que ce sera dur au deuxième, troisième trimestre, donc plutôt troisième trimestre 2023, et c'est ce que j'encadre. Hein, c'est ce que je vous dis depuis de nombreuses semaines maintenant. Je pense que le dur du dur et le vrai creux, alors le timing n'est pas forcément bon, mais ça fait plusieurs fois que je vous dis, je pense que fin deuxième, début troisième trimestre, ça allait être difficile, et ils sont dans ce sens-là. Généralement, ils se gourrent complètement dans le timing. Donc, je vais vous le dire franchement, je pense que je vais complètement me gourer dans le timing. Mais en tout cas, ils essayent d'anticiper ou ils se préparent à un vrai creux, si vous voulez, avant de repartir de façon très violente. Et c'est ce qu'on peut potentiellement encadrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on commence potentiellement, et je dis bien potentiellement, à imaginer, dans les milieux, entre guillemets, convenables, qu'un atterrissage en douceur est possible. Moi, je ne pense que c'est pas possible. Je pense qu'on va tellement acculer la Fed qu'on va devoir craquer le marché, et le marché craquera sur une news fondamentale catalysante forte qui concernera les indices boursiers et les marchés traditionnels. Exemple, une faillite d'une banque systémique. Blague à part, vous pouvez prendre ici par rapport au Crédit Suisse, c'est 88 milliards de dollars de francs suisses qui sont sortis par rapport aux big whales, si vous voulez, de Crédit Suisse. Ça, c'est un bank run. Et ça peut entraîner des difficultés très profondes à une banque systémique comme Crédit Suisse. Mais il peut tenir 6 mois, il peut tenir 1 an, il peut tenir 2 ans, mais ça peut être catalysant par rapport à un décrochage des marchés financiers. Et ça pourrait potentiellement intervenir quand on sera vraiment dans le dur au niveau de la récession, et je pense qu'on sera dans le dur dans la récession au troisième trimestre, moi personnellement 2023, où là on commence à avoir des vraies opportunités qui vont s'ouvrir devant nous. Ce sera à peu près, si on l'a avant, on l'aura avant, mais on le verra graphiquement si vous voulez, il y aura des news qui seront arrivées, mais ce sera pas tout beau. Même si vous avez des magnifiques rebonds et qu'on va chercher les ATH et de nouveaux ATH sur les indices, et ben malheureusement je pense pas que ce soit tout bleu, enfin tout vert si vous voulez. Je pense qu'on n'a pas encore vécu
ce qu'on devait vivre par rapport à une vraie panique. Et on peut reprendre en fait ces cycles psychologiques par rapport à une capitulation. On peut partir du principe qu'on est parti chercher beaucoup de personnes, notamment leviées sur les indices et sur des valeurs technologiques qui ont perdu près de 90% de leur valorisation alors qu'elles ont fait le bonheur de beaucoup d'investisseurs pendant toute la phase post-Covid. Donc plutôt important, je pense, encore une fois, de le rappeler. Et je pense que c'est primordial et capital à partir du principe qu'ils vont pouvoir éventuellement respirer pour derrière aller chercher leur dernier coup final, la fameuse panique. Donc capitulation, rebond, un petit peu d'espoir et la panique derrière, potentiellement, troisième trimestre 2023. On continue avec également des choses très intéressantes, mais juste avant de finir, je trouvais ça aussi sympa, parce que Deutsche Bank prévoit ça, donc intéressant d'aller revenir, enfin de revenir par rapport à leur news, mais BNP Paribas et Deutsche Bank sanctionnés par la BCE pour leurs prêts trop risqués aux entreprises. Donc je vous laisserai également le lire si ça vous intéresse, mais en fait ils sont alertés par la BCE parce qu'ils n'ont aucun droit, entre guillemets, de sanctions, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Selon la Banque européenne, les prêts concernés sont 6 fois plus importants que les EBITDA des entreprises. Et nous avons demandé aux banques d'imposer des limites à la création et à leur exploitation, notamment par rapport aux prêts qui sont aujourd'hui leveragés. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vous prends juste un exemple tout simple, parce que c'est très rentable en fait pour les... il faut une forme d'arbitrage si vous voulez, donc le risque a un prix et c'est très rentable pour les banques de faire ce type de manipulation. Je vous prends l'exemple avec MicroStrategy de Saylor. Il a du BTC, il a acheté du BTC qu'il a mis en collatéral pour pouvoir acheter plus de BTC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont des prêts consentis à effet de levier, collatéralisés sur du Bitcoin par exemple. Et il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Des entreprises qui ont besoin de capitaux, mais qui ont moins de facilité à aller chercher ces capitaux, à lever des capitaux auprès des banques ou auprès des marchés financiers, augmentation de capital, etc., qui ne sont pas forcément dans des bonnes dispositions, ils vont en fait collatéraliser une partie de leurs actifs financiers qui ont une valeur et une valorisation X à un instant T, mais qui peut-être est 9 fois moins valorisée dans la réalité. C'est toujours pareil, prenez l'exemple de FTT, finalement FTT vaut 0, donc quand il vaut 22$, j'ai envie de dire tout va bien, mais le jour où il vaut 1$, ça va moins bien, possiblement qu'il y a des banques aujourd'hui qui prêtent de l'argent à des entreprises dites mort-vivant, mais c'est pas un terme nouveau que vous allez entendre, il y en a énormément, et pas des petites entreprises, qui aujourd'hui collatéralisent leurs actifs, propriété intellectuelle, brevets, machines-outils, etc., pour pouvoir lever de l'argent et obtenir des prêts. Des prêts qui sont très rentables pour les banques, puisque fort taux d'intérêt. Et BNP disait, ça correspond à quelques milliards de dollars, etc., entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont, c'est toujours la même chose. Soyons très vigilants, mais voilà, il est peut-être là-dedans, en fait, notre catalyseur. Peut-être une énorme entreprise, je sais pas, de 50 000 employés qui dépose le bilan, quoi. Ça peut être potentiellement ça, et qui a des ramifications partout sur la planète, une entreprise systémique, alors peut-être pas Apple, peut-être pas Amazon, peut-être pas des choses comme ça, et qui plus est, c'est pas complètement impossible, mais voilà, ce serait vraiment catalysant, ou une banque systémique qui pourrait catalyser quand on sera vraiment dans le dur du dur, où les banques commenceront à de moins en moins prêter, et que malheureusement, la purge, comme sur les crypto-monnaies, devra passer également sur les marchés traditionnels, et c'est ce qu'on tente d'encadrer aujourd'hui. Des petites news, et on finit là-dessus. On aura parlé de beaucoup de news dans cette vidéo, plutôt sympa. Après la manifestation contre les restrictions sanitaires, Pékin appelle à réprimer la force hostile. Ça, c'était Le Monde. C'était hier à 19h49. Mais dans le même moment, Le Monde également, après les manifestations en Chine, le gouvernement ne va pas explicitement renoncer à la politique zéro Covid, mais va l'atténuer. Donc d'un côté, vous avez Le Monde, dans la même journée qui dit la force hostile, on va intervenir à l'armée, etc. Donc on se rappelle dans les années 80, et quelques minutes plus tard, finalement ça va. Alors c'est plutôt un journaliste en fait qui est actuellement à Pékin, qui a répondu, des trucs plutôt intéressants. J'avais repris les origines de Tiananmen, dépasse largement le cadre du chat, par rapport à ce qui s'était passé en 89, ça avait fait des milliers de morts, pour ceux qui s'en souviennent. En fait la répression avait été très vive, la Chine avait appelé l'armée, et c'est dès lors ça a été très brutal pour les Chinois, et aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on leur dit ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de voix, ils font pas de manifestations, etc. Oui, mais il fallait y être. Il faut juste imaginer en France si vous aviez en fait tous les gilets jaunes sur les Champs-Élysées qui s'étaient fait mitrailler, et que ça avait fait des milliers de morts aux Champs-Élysées. Partez du principe qu'on serait peut-être moins amené à faire des manifestations en gilets jaunes. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ça vous paraît fou, c'est ce qui s'est passé dans les années 80, notamment en 89, en Chine. Et en réalité, il expliquait, ce journaliste, plutôt bien informé, puisqu'il le vit de l'intérieur. À l'époque, les manifestants protestaient pour un meilleur avenir, ils étaient optimistes, et aujourd'hui, les manifestants, ils manifestent contre un système.
Ça, et je trouve ça super intéressant parce que vous avez en réalité c'est quoi le mot exact pour dire ça? Ce clivage entre deux phénomènes psychologiques sociétals. En fait, je pense vraiment que avant le 11 septembre 2001, les news étaient plutôt bonnes. L'optimiste était plutôt là. Les peuples voulaient se soulever pour avoir plus de liberté, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de possibilités, une vie meilleure. Et après 2001, il s'est passé un clivage avec tout le terrorisme, etc., qui est gravissime. Mais on a compris, et les médias ont compris que c'était plus rentable de vendre la peur que de vendre le bien. Et il y a eu ce clivage-là. Et aujourd'hui, le fait de vendre la peur, c'est qu'on crée des mouvances populaires qui sont très négatifs. Et aujourd'hui, on combat quoi? On combat le système en profondeur. Et ça fait peur. Parce que honnêtement, je pense que le parti chinois, avec 1 milliard de Chinois, il fait pas le poids. Sauf que là, vous n'allez pas casser un rêve. Vous n'allez pas casser l'espoir. Vous allez casser un système. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Si vous n'avez pas d'espoir au sein d'un peuple, au sein d'une communauté, au sein de la communauté cryptophile, s'il n'y a pas d'espoir, à quoi bon continuer? C'est bien parce qu'on a de l'espoir et on a cette vague impression que le marché est devant nous. Mais si vous cassez cet espoir-là, si vous envoyez Bitcoin à 100 $, ou si vous craquez, pas forcément envoyer le code, parce que s'il arrive à 100 $, encore une fois, ce sera catalysé. Mais si on arrive à craquer et à créer 1000 milliards de Bitcoin, et un hacker arrive à créer 1000 milliards de Bitcoin, est-ce que vous aurez de l'espoir? Non, il n'y aura plus d'espoir sur le protocole Bitcoin. Alors certains éventuellement essaieront de sauver ce qu'ils peuvent sur d'autres crypto-monnaies peut-être plus résilientes, comme Litecoin, ou comme Dash, ou comme d'autres choses, ou comme Bitcoin Cash, pourquoi pas, qui n'ont pas été hackés, mais fondamentalement, l'espoir sera anéanti. Toute l'histoire qu'on a créée autour de la technologie aura failli, tout simplement. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de faire. Si vous cassez l'espoir, en fait, vous revenez pas. Par contre, si vous cassez un système et si vous mettez contre un système, exemple, ban Bitcoin ou ban crypto, ban blockchain. Donc en fait, les gouvernements et notamment l'Europe ou la France. Et j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là et j'aime bien débattre avec vous parce que vos visions sont tout aussi intéressantes. Soyez-en certains et convaincus. Soyez optimistes et soyez vraiment certain que vous n'êtes pas dans le faux, hein. C'est pas parce que je dis quelque chose que j'ai raison, pas du tout. Mais partez du principe que si Bitcoin a toute sa résilience, mais aujourd'hui c'est le système lui-même qui l'empêche de se promouvoir et de grandir, à ce moment-là, on attaquera. Et rien ne nous arrêtera. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est super important. Voilà pour ça. Et ça prendra du temps, très certainement. Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bon, finalement, un petit peu plus de 20 minutes. Je vous remercie. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.